Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de notre série de masterclass organisée par l'Université de Tunis-Carthage UTC en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, UQAM. C'est toujours un plaisir de partager avec vous des moments d'échange enrichissants autour de thématiques clés du monde des affaires. Donc, je vais me présenter brièvement pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Soumaya Melsni, je suis docteur en marketing, enseignante universitaire au sein de l'UTC et également conseillère académique du programme Executive MBA Student Advisor. C'est un véritable plaisir d'ouvrir cette session et de vous accueillir aussi nombreux. Je tiens à remercier chaleureusement les participants fidèles à nos sessions et également à souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois. Aussi, je tiens à remercier particulièrement cher professeur Naoufel Darfous de l'UQAM Canada pour sa présence et pour avoir accepté de partager avec nous son expertise sur une thématique très essentielle et intéressante, le commerce international et le commerce en ligne. Je te tiens, tu me tiens. Alors, bonsoir professeur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci pour votre présence. Merci. Merci encore pour cette belle opportunité. Alors, cette session fait partie d'une série de masterclass dédiées à notre Executive MBA UQAM. Comme vous le savez, une première session a récemment été organisée avec professeur Michel Langlois, suivie d'une deuxième avec professeur Zied Guedri, que je salue chaleureusement tous les deux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir professeur Naoufel Darfous pour cette dernière session de notre cycle. Donc, à cette occasion, je vous invite à regarder les enregistrements des différentes sessions disponibles sur notre chaîne YouTube de l'UTC. Alors, qu'est-ce que nous proposons? C'est quoi cette Executive MBA que nous offrons? Donc, c'est un programme de haut niveau qui s'adresse aux professionnels en activité. Donc, si vous souhaitez accélérer votre évolution professionnelle, accéder à des postes de direction, à des fonctions de haute responsabilité, soit dans votre entreprise ou bien dans de nouveaux environnements professionnels. Aussi, si vous envisagez à changer de secteur à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale, donc ce programme est pour vous. Si vous cherchez encore à bénéficier de l'expertise des enseignants experts de l'UQAM, donc je tiens à vous informer que dans ce programme, 70% des professeurs, des enseignants sont des professeurs experts de l'UQAM. Ils sont experts dans leur domaine consécutif et qui viennent donner directement leurs cours à l'UTC. Donc, ce programme vous permet de mieux gérer votre entreprise ou bien d'en créer une nouvelle. Donc, c'est une opportunité pour comprendre mieux le monde des affaires. Nous proposons un programme polyvalent qui ne se limite pas à une seule discipline, genre un executive MBA spécialisé en finance, par exemple. Donc, vous allez explorer toutes les disciplines qui sont importantes et qui sont nécessaires dans le monde des affaires. Et du coup, vous allez étudier, on va dire, des modules complémentaires. Vous allez approfondir vos connaissances, acquérir de nouvelles compétences et même changer votre vision du monde des affaires. Et vraiment, vous allez voir qu'à la fin de ce programme-là, vous allez développer une toute nouvelle approche globale qui est mieux adaptée pour les enjeux actuels. Donc, cette session s'inscrit dans le cadre d'un Executive MBA, un programme de 22 mois, avec des cours organisés sur 2 semaines, sur 2 week-ends consécutifs toutes les 6 semaines en présentiel sur notre campus à l'UTC, et ce afin de mieux gérer vos engagements professionnels et personnels. Donc, ce programme aussi mène à l'obtention d'un diplôme 100% canadien
est doublement accrédité par AMBA et BGA, deux accréditations internationales de référence dans le monde des MBA. Et je vous invite même à vous renseigner sur ces deux labels, AMBA et BGA, pour pouvoir mesurer la reconnaissance et la valeur du programme auquel vous vous apprêtez à postuler. Par cette occasion-là, je vous invite à prendre rendez-vous avec notre bureau d'admission et ce afin d'échanger en détail sur les conditions d'admission, les modalités d'inscription et les modes de financement et toute information complémentaire dont vous pourrez avoir besoin. D'ailleurs, je tiens à vous informer que nous organisons à l'UTC une journée porte ouverte ce vendredi, le 20 juin à 15 heures. Et je pense que ça sera une opportunité pour vous pour bénéficier de cet événement et de comprendre au mieux le programme que nous offrons. Donc, professeur, c'est toujours un plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci pour votre présence. Merci pour le choix de la thématique. Donc, vous allez animer cette session. Et chère audience, vous allez voir un aperçu sur l'approche pédagogique canadienne centrée sur action, stratégie et impact. Et il vous donnera même, on va dire, un avant-goût de l'expérience d'apprentissage qui vous attend dans nos classes de cours. Donc, merci. Professeur, le choix de cette thématique. Merci, merci Madame Soumeya. C'est toujours un plaisir de partager des connaissances, partager des informations, partager des expériences avec un public qui m'est très très cher, des Tunisiens d'abord, mais également des gens du milieu des affaires, des gens d'entreprise, ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien de notre économie, qui, il faut le reconnaître, depuis plusieurs décennies, ne peut plus être une économie fermée sur elle-même. Nos entreprises ne peuvent plus être enfermées sur elles-mêmes. Et c'était important, et on l'avait compris avec le temps, que l'ouverture est la seule façon d'exister, la seule façon de continuer à exister. C'est pour cela que pour ce partage un peu d'expérience, de connaissances, j'ai choisi deux phénomènes, deux opportunités que nos entreprises et que les entreprises, peu importe où elles sont aujourd'hui, se doivent de saisir. Deux opportunités qui s'entrecroisent, deux opportunités qui sont interdépendantes. Le commerce international, donc faire affaire avec les entreprises, le marché étranger et également le commerce en ligne, faire affaire en utilisant des plateformes électroniques, d'où le titre de la thématique commerce international et commerce en ligne, je te tiens, tu me tiens. Tout au long de ma présentation, je vais essayer d'abord et avant tout de donner un avant-goût sur ce qu'est le commerce international aujourd'hui et fondamentalement le marketing global qui gère ce commerce international, pour passer par la suite à une deuxième partie pour parler des tendances globales de ce commerce international, que ce soit au niveau des biens, au niveau des services en 2025. Troisième volet, c'est le rôle que jouent aujourd'hui les technologies de l'information, de la communication, donc le web, la mobilité, les réseaux sociaux, le numérique en général, au niveau du commerce en ligne. Et finalement, je finirai par ouvrir la porte à une réflexion sur les orientations stratégiques que nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, qu'elles œuvrent dans le domaine des biens ou dans le domaine des services, se doivent d'avoir pour le futur. Merci, professeur. Une thématique très importante et le choix de la thématique n'est pas surprenant de votre part. Donc, brièvement,
Je vais vous introduire professeur Naoufel Darfous. Tout d'abord, c'est un professeur titulaire de marketing, directeur de l'international à ESG UQAM Canada, et également, il est le coordinateur du programme Executive MBA UQAM en Tunisie. Donc, professeur, vous êtes reconnu pour votre carrière académique exceptionnelle, on va dire, avec de nombreuses publications dans des revues internationales de renom. Donc, vous êtes expert dans le comportement du consommateur, le marketing international et l'analyse de données. Et vous alliez à la fois, on va dire, la rigueur scientifique avec l'expertise pratique. Donc, un excellent choix. Merci. Et je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, je pense que c'est important d'abord de comprendre ce qu'est le marketing et ce qu'est fondamentalement, plus particulièrement le marketing international. Quand on regarde un petit peu plusieurs produits et services qu'on a vu naître ces 10 dernières années. Par exemple, quand on parle de Netflix comme plateforme d'accès à du contenu vidéo, quand on parle des ordinateurs tablettes, quand on parle similaire de celui de Surface de Microsoft, quand on voit toutes les plateformes mobiles, que l'on parle de téléphones intelligents, que l'on parle de tablettes, quand on parle maintenant des applications en lien avec les paiements mobiles ou avec les plateformes de transfert mobile, les applications de transfert mobile. Quand on parle de produits comme les voitures, plus particulièrement les voitures électriques, qui sont pour la plupart des nouveautés des 15 dernières années, on peut se demander quel rôle le marketing a joué pour faire en sorte que ces produits deviennent aujourd'hui des produits populaires et de plus en plus populaires, pour ne pas dire pour devenir les produits d'aujourd'hui et de demain. Donc, quand on cherche à comprendre ce qu'est le marketing international, c'est important de savoir que le marketing international est un ensemble d'activités qui se présentent sous forme d'un processus. Donc, c'est des étapes, un processus de planification. Donc, le marketing international se doit d'être planifié. Quand on dit planifié, c'est-à-dire doit être pensé. On ne peut pas, ces produits, que ce soit ces biens ou ces services, comme Netflix ou l'application de Western Union ou les ordinateurs tablettes, n'auraient pas pu réussir s'il n'y avait pas une planification. Quand on parle de planification, on parle d'abord et avant tout de réflexion. Le marketing international doit être pensé, doit être réfléchi. Mais également, il ne faut pas oublier que le marketing international doit être aussi appliqué pour que ces produits ou ces biens et ces services aient pu réussir. C'est parce qu'on est passé à l'action. C'est pour cela que le marketing international est défini comme un processus où une partie doit être pensée, mais l'autre partie doit être également implantée. Sans réflexion, le marketing risque d'échouer, risque d'être trop risqué. Et sans application, sans mise en œuvre, le marketing risque d'être inutile. Mais quand on dit penser et appliquer, donc planifier des éléments de marketing, qu'est-ce qui devrait être au niveau international pensé et mis en œuvre? D'abord et avant tout, les concepts, les produits. Donc, tous les produits que je viens d'énoncer avant d'être lancés devraient être d'abord et avant tout pensés en fonction de quoi, bien sûr? Pensés en fonction des besoins des consommateurs, penser en fonction de l'opportunité de marché. Mais également, on devrait se passer à l'action et à la mise en œuvre de ces produits. Ce qui devrait être aussi pensé et appliqué d'un point de vue marketing, c'est la tarification. En effet, avant de fixer n'importe quel prix pour un produit à l'international, c'est important de réfléchir quel serait le prix juste qui devrait être appliqué. Quand on voit par exemple aujourd'hui Netflix à travers le monde, sa tarification n'est pas la même. Elle peut aller de 6 dollars en Inde pour le même
forfait jusqu'à $21 ailleurs. Donc, et là, on comprend très bien que, et pourtant, on parle des mêmes services, on parle des mêmes produits. Qu'est-ce qui fait maintenant que ces produits, qu'ils soient des biens ou des services, n'aient pas le même prix un peu partout dans le monde? La même chose aussi, quand je prends par exemple, je parle des plateformes mobiles, quand je parle des téléphones mobiles, si je prendrais le iPhone, le dernier des iPhones, le iPhone 16e, il est à peu près $1 300 en Chine et il est à $1 700 aux États-Unis. Et pourtant, on parle d'un produit d'une marque américaine. Qu'est-ce qui fait que ces produits soient, au niveau de ces prix, soient différents? C'est important de savoir que associer une valeur monétaire à un produit, ce doit être planifié. C'est-à-dire, ce doit être bien pensé, bien réfléchi, mais également, il faut passer à l'action, il faut appliquer ces prix. Ce qui devrait être aussi au niveau du marketing pensé et appliqué, c'est toute la dimension de la communication qui entoure ces produits. Quels sont les moyens de communication qu'on se doit d'utiliser? Quel est le processus de communication qui doit être utilisé? Est-ce qu'on doit utiliser une communication push, une communication pull? Est-ce qu'on doit utiliser des moyens traditionnels de communication, par exemple les publicités, un affichage traditionnel dans les points dans la rue, faire des insertions dans les journaux, ou utiliser beaucoup plus une communication digitale, une communication basée sur les réseaux sociaux? Quel est le type de communication et quels sont les moyens de communication que l'on se doit d'utiliser, également au niveau de la distribution et l'acheminement physique de ces produits? Est-ce qu'il faut utiliser une distribution traditionnelle en passant par des grossistes, par des détaillants, ou peut-être faire une distribution physique en ligne? Par exemple, je parle on voyait tout à l'heure les Western Union avec son application mobile. Bien sûr, faire un transfert d'argent, on peut le faire à travers de Western Union, à travers la poste, à travers une agence bancaire ou à travers un point de service physique de Western Union. Western Union a également offert depuis 7-8 ans son application qui permet maintenant offrir exactement le même service, mais en utilisant des plateformes mobiles. Tous ces éléments qui constituent un petit peu les principaux volets de gestion commerciale, donc de gestion de marketing, se doivent d'être pensés et se doivent d'être implantés. C'est ça, finalement, le marketing international. Bien sûr, quelle est la finalité de ce marketing international? La finalité de ce marketing international, s'il est double: un, répondre aux besoins de consommateurs, c'est-à-dire satisfaire des consommateurs situés dans différents pays. Mais également, il ne faut pas oublier que le marketing est une activité de gestion et le marketing international intéresse des entreprises pour rajouter de la valeur, et par conséquent, c'est important pour les organisations, pour les entreprises, de réaliser également du profit. Et ce profit pour nous en marketing, devrait être raisonnable. Bref, si j'ai à résumer ce qu'est le marketing, je dirais que le marketing international, c'est créer de la valeur et permettre d'échanger pour satisfaire des besoins et des désirs. D'ailleurs, on pratique le marketing, si je l'ai à résumer, je dirais que c'est un ensemble d'échanges. Je les ai présentés ici dans un ordre chronologique, un échange entre qui et qui? Entre l'entreprise et ses marchés. Et nous, en marketing, quand on parle de marché, c'est important de savoir que pour nous, le marché, c'est la demande, c'est les utilisateurs, c'est les consommateurs, c'est les clients. Bien sûr, ces clients peuvent être des clients individuels comme vous et moi, comme ça peut être aussi des clients organisationnels, des entreprises. Ce qui fait que le premier type d'échange, c'est un échange d'informations. C'est ce qu'on appelle la recherche marketing, les études de marché. C'est important, avant d'aller sur un marché étranger, d'étudier ce marché, c'est-à-dire de connaître les besoins des consommateurs, de s'assurer qu'il y a une demande pour ces produits, de connaître la taille de ce marché pour savoir si ça vaut la peine ou pas. Je suis certain que
Microsoft, avant de se lancer dans la commercialisation de son ordinateur tablette, le Surface, ou Western Union, avant de lancer son application mobile de transfert MyYU, il est évident qu'elle devrait s'être assurée d'abord et avant tout qu'il y a un besoin pour ce type de produit. Qu'il devrait y avoir, par exemple, pour Microsoft, le besoin pour des consommateurs d'avoir en même temps un équipement informatique qui permet en même temps de faire du traitement, c'est le rôle d'un ordinateur, mais également de faire de la consultation. C'est le rôle d'une tablette, d'où le concept de ordinateur-tablette qui est une des innovations de Microsoft, une entreprise qui était dans les softwares et qui a décidé en 2012 de se lancer dans le hardware. Donc, le point de départ, c'est d'obtenir de l'information sur le marché étranger, sur les consommateurs, leurs besoins, la taille de la demande, etc. Également, une fois on connaît les besoins, on s'assure qu'il y a une demande. C'est important dans un deuxième type d'échange de créer des biens et des services, de créer des produits, de faire ce qu'on appelle une offre de valeur. Bien sûr, c'est important, comme je le disais tout à l'heure, que c'est dans un ordre chronologique bien déterminé qu'on va élaborer cet échange, de manière à ce que les produits qu'on va chercher à offrir sur les marchés étrangers devraient répondre aux besoins des consommateurs. Donc, c'est pour cela que c'est important pour nous de connaître les besoins. Et on ne lancera pas un produit dans un marché si on ne s'assure pas qu'il y a déjà une demande qui est potentielle intéressante. C'est important aussi de savoir qu'il ne suffit pas de concevoir des produits, encore faut-il qu'on est sûr que ces produits puissent être distribués, c'est-à-dire puissent être disponibles au bon moment, au bon endroit, lorsque les consommateurs en ont besoin. Ça, c'est le troisième type d'échange. Le quatrième type d'échange, maintenant, est un échange d'informations, mais qui va de l'entreprise vers les clients. En effet, il ne suffit pas de concevoir des produits, il ne suffit pas de les rendre disponibles, mais encore faut-il que le consommateur soit informé que ces produits existent, qu'ils répondent à leurs besoins, et qu'ils répondent à leurs besoins mieux que les concurrents. Et ça, c'est le rôle de la communication. Le cinquième type d'échange maintenant est un échange qui va des consommateurs, du marché, vers l'entreprise. Et c'est un échange qui est monétaire, qui présente à travers ce qu'on appelle la tarification ou les prix, la valeur monétaire que le consommateur, que le client va dépenser, va associer à un produit dont il va bénéficier. Donc, c'est ces types d'échanges. Bien sûr, les échanges ne s'arrêtent pas là pour nous en marketing entre le consommateur et l'entreprise. C'est important également, dans un sixième type d'échange, d'évaluer la satisfaction des consommateurs, d'évaluer leur loyauté pour savoir qu'est-ce qui pourrait être changé, qu'est-ce qui pourrait être adapté pour permettre une certaine réussite commerciale et également une certaine pérennité aux activités de l'entreprise. Donc, c'est ça ce qu'est, de manière beaucoup plus simple, les activités de marketing international. Maintenant, c'est important de savoir que implanter le marketing international dans les entreprises passe à travers ce qu'on appelle un processus de planification stratégique. En effet, c'est pas parce qu'une entreprise a des produits qui sont commercialisés à l'étranger, c'est pas parce qu'une entreprise communique, elle est présente sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'une entreprise associe des prix à des produits qu'elle fait réellement pour nous du marketing international. Faire du marketing international, c'est avoir ce qu'on appelle un plan stratégique. Un plan stratégique, c'est globalement, c'est un document. Hein, le plan stratégique n'est pas dans la tête du décisionnaire, n'est pas dans la tête du décideur. C'est un document qui doit être partagé par tous les intervenants dans l'entreprise, par tous les départements de l'entreprise, que l'on parle de département de production, que l'on parle de département de finance et de comptabilité, en plus, bien sûr, du département de marketing avec ses différentes composantes, notamment la communication, la tarification ou la logistique et la distribution. Ce plan stratégique commence d'abord par une première phase qui est une phase d'analyse et de réflexion. C'est ce qu'on appelle le marketing stratégique, où on se doit de faire ce qu'on appelle une analyse des potentialités de l'entreprise pour essayer de savoir finalement qu'est-ce qu'elle a et qu'est-ce qu'elle n'a pas comme moyen. Donc, faire ressortir ce qu'on appelle ses forces et ses faiblesses.
Mais également, c'est important pour nous, dans une première phase d'analyse, d'analyser l'environnement. Et pour nous, l'analyse de l'environnement commence d'abord par la raison d'être d'une entreprise dans un marché, c'est l'analyse de la demande, qui est pour nous ce qu'on appelle l'opportunité de marché. Parce que pour nous, une opportunité en marketing est une opportunité de marché, c'est-à-dire l'existence d'une demande. Et une demande, c'est pas juste un besoin, faites attention. Une demande, c'est pas juste un vouloir d'achat, mais également un pouvoir d'achat. Mais également, lorsqu'on analyse l'environnement, lorsqu'on analyse l'opportunité, c'est important aussi d'analyser les autres éléments de cet environnement externe qui peut présenter pour nous soit des opportunités, soit de menaces. Donc, analyser l'environnement concurrentiel pour essayer de voir un peu notre avantage concurrentiel, ce qu'on a plus que les autres, ce qu'on n'a pas par rapport aux autres rivaux. C'est important aussi d'analyser ce qu'on appelle l'environnement, le macro-environnement, un environnement qu'on ne contrôle pas, l'environnement politique, l'environnement légal, l'environnement culturel, l'environnement technique. Oui, parfait, professeur. Ok, donc ce processus de planification stratégique commence par une analyse stratégique, une analyse des forces et des faiblesses qui permet de dégager, de diagnostiquer les forces et les faiblesses, mais également qui permet de connaître les opportunités et les menaces, passer par la suite à la fixation d'objectifs stratégiques, donc choisir des marchés, aller sur le marché français plutôt que le marché italien, aller sur le marché chinois plutôt que le marché indien, donc faire des choix de marché. Et à l'intérieur de ces marchés, on va faire d'autres sélections qu'on appelle communément des segmentations et des ciblages et des choix de positionnement et de différenciation. La troisième phase du processus de planification stratégique en marketing international, c'est passer un petit peu au mix marketing. C'est là où, sur la base de notre analyse stratégique, sur la base des objectifs, on va passer aux opérations. Finalement définir quelle serait notre politique de produit, quelle serait notre politique de distribution, quelle serait notre politique de communication, quelle serait notre politique de tarification. En fait, on va passer de ce qu'on appelle le marketing stratégique, le marketing des choix, au marketing opérationnel, au marketing qu'on voit communément, donc les produits, la communication, la distribution et la tarification. C'est la troisième phase. La quatrième phase d'un processus de planification stratégique en marketing international, c'est l'audit, c'est le contrôle, c'est l'évaluation de nos activités, que ce soit en termes de prise de décision sur les produits, distribution, communication et prix, que ce soit au niveau de la fixation des objectifs, que ce soit au niveau du suivi de l'évolution de l'environnement. Donc, c'est ce plan stratégique que l'on se doit, que toute entreprise qui souhaite faire du marketing international se doit d'avoir. Maintenant, au niveau international, quelle est la stratégie de marketing international qu'on privilégie? Sachez qu'il y a plusieurs choix. Il y a globalement 3 choix que les entreprises internationales peuvent prendre, soit le choix d'un marketing multidomestique, soit d'un marketing multirégional, soit d'un marketing global. C'est quoi rapidement la différence entre ces 3 choix stratégiques? Le marketing multidomestique, c'est aborder plusieurs pays, mais dans chaque pays, on va avoir une stratégie marketing qui est propre à ce pays, ce qu'on appelle un marketing domestique, mais propre à chacun des pays. L'avantage de ce type de choix stratégique, c'est qu'il permet à l'entreprise de bien s'adapter à la réalité de chacun des pays, de chacun des marchés. Mais c'est très coûteux. C'est que par exemple, l'exemple de Unilever qui commercialise des marques comme Omo, comme Signal, où on voit que une entreprise qui est pratiquement plus de 100 ans d'existence, pendant plus de 70 ans, elle a évolué avec une stratégie d'un marketing multidomestique. Donc jusqu'à 2008, Unilever avait une direction marketing dans les pays où elle était présente, avec des produits adaptés à chacun de ces pays, une communication adaptée, une tarification adaptée. Bref, elle avait une directrice ou un directeur marketing propre à chacun des pays. Par exemple, dans le domaine des pâtes de dentifrice, certains pays connaissent la marque Signal, d'autres connaissent la marque Trépré, d'autres connaissent la marque Close-Up, d'autres connaissent la marque Zongrois. Bref, elle a 49 marques de pâtes de dentifrice. L'avantage, c'est que dans chaque pays, on croit que Unilever, c'est une entreprise locale parce qu'elle adopte des marques adaptées au contexte du pays.
L'inconvénient maintenant, c'est que ça coûte extrêmement cher. Un autre exemple dans le domaine des services, dans le domaine des services financiers. Plusieurs connaissent probablement la Société Générale, une banque française qui est présente aujourd'hui dans plus de 77 pays. Par exemple, comment elle est présente en Afrique? Rien que voir en Afrique, on voit très bien qu'elle est présente dans plusieurs pays en Afrique. C'est en rouge. Et dans chaque pays, sa présence, elle est différente de l'autre pays. Ce qui fait qu'elle a une présence qui est adaptée aux besoins de chaque pays, avec une image qui est propre à chacun des pays, avec une distribution de ces services financiers qui sont propres à chaque pays. Par exemple, elle n'était pas présente au Burkina, elle n'était pas présente au Mali. Elle a décidé en 2017-2018 d'aller dans ces pays-là. Mais ce sont des pays qui présentent une certaine instabilité, insécurité. Alors comment la Société Générale, qui est présente dans plusieurs pays, hein, elle est présente en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, bref, un peu partout, avec des succursales, avec des agences, en s'associant à des partenaires locaux. Au Mali, comme au Burkina, elle a décidé d'avoir une application de banque mobile. Donc, de ne pas avoir une présence physique, mais une distribution en ligne à travers une application mobile. Et donc, vous voyez très bien jusqu'à quel point cette institution financière s'adapte à la réalité de chaque pays, soit au niveau de l'offre du produit, soit au niveau de la distribution, bien sûr au niveau de la communication, au niveau de la tarification. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que chaque pays ou chaque région a sa propre réglementation en lien avec les produits et services financiers, puisque c'est les banques centrales qui décident de la réglementation, et par conséquent, la Société Générale ne peut pas avoir les mêmes produits partout, et elle se doit de s'adapter à cette réalité qui est propre à chaque pays ou à chaque région. L'avantage, c'est que ça fait aujourd'hui de la Société Générale la première banque internationale ou étrangère en Afrique, parce qu'elle arrive à s'adapter. L'inconvénient majeur, c'est que ça coûte extrêmement cher sa gestion marketing. Par opposition à une deuxième stratégie, qui est la stratégie d'un marketing multirégional, ou plutôt que d'avoir un mix marketing propre à chaque pays, on va avoir un mix marketing qui est le même pour plusieurs pays de la même région. En effet, quand je prends par exemple Unilever aujourd'hui, elle divise le monde en régions, où elle a l'Amérique du Nord, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Et on voit très bien que dans sa stratégie aujourd'hui, les marques qu'elle va distribuer dans les pays d'une région, par exemple en Amérique du Nord, les produits qu'on va retrouver au Canada, au Mexique, aux États-Unis, sont ces marques qu'on retrouve ici, qui sont présentées devant vous. Les marques qu'on va retrouver en Afrique subsaharienne sont ces marques qu'on va retrouver ici. Les marques qu'on va retrouver, et qui sont différentes des marques qu'on retrouve en Amérique du Nord. Au Maghreb, la manière avec laquelle elle va gérer Unilever gère aujourd'hui le marché tunisien, algérien, marocain, c'est avec une stratégie qui est plus standard, mais à travers les pays de la même région. L'avantage maintenant de ce marketing multirégional qui est standardisé au niveau des pays d'une région, c'est fondamentalement pour réduire les coûts. L'inconvénient, c'est qu'on risque que dans certains pays, certains produits peuvent ne pas être adaptés. Quel est l'avantage de la communication? Par exemple, Unilever communique de manière standard à travers les pays de l'Afrique subsaharienne. L'avantage de communiquer de la même façon au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Togo, de manière très standard, c'est que ça permet de réduire les coûts. L'inconvénient, c'est des fois, certaines communications peuvent ne pas être adaptées à 100% par rapport à la réalité d'un pays. Un autre exemple, L'Oréal aujourd'hui. L'Oréal, la manière avec laquelle elle gère son marketing international à travers le monde, c'est pas pays par pays, mais c'est vraiment par région. Donc, elle a des produits qui sont adaptés aux pays d'Amérique latine. Elle a des produits qui sont adaptés en Amérique du Nord. Elle a des produits qui sont adaptés à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Elle a des produits qui sont adaptés à l'Afrique subsaharienne. Elle a des produits qui sont adaptés au sud-est asiatique. Et là, on comprend très bien pourquoi L'Oréal divise le monde en régions. C'est parce que les besoins des consommateurs en produits cosmétiques en Amérique latine ne sont pas les mêmes. Des femmes en Amérique latine ne sont pas les mêmes que celles en Afrique subsaharienne.
ne sont pas les mêmes que les femmes en Europe ou les femmes dans le sud-est asiatique ou les femmes du Maghreb et du Moyen-Orient. Mais encore faut-il, pourquoi maintenant appliquer un marketing différent entre, toujours en lien avec les produits cosmétiques, entre le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Liban, l'Égypte, sachant que ces utilisateurs de ces produits cosmétiques présentent une certaine similarité. C'est ce qui a conduit L'Oréal à adopter une stratégie qui est standard à travers une région, mais différente d'une région à une autre. L'avantage, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que ça permet de réduire les coûts. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les services financiers. Ici, on a l'exemple d'une banque marocaine qui a décidé de généraliser ses activités à travers l'Afrique. Et on voit très bien Tijeri Wafa Bank aujourd'hui parle de sa vision de l'Afrique en présentant un nouveau type de banque en Afrique. Donc, elle considère que l'Afrique est une région et qu'elle se doit de l'aborder avec une stratégie qui soit la plus standard possible. Son concurrent direct, Ecobank, on le voit très bien, lui, elle parle de banque régionale. Quand on parle de banque régionale, c'est une banque panafricaine. C'est comme ça qu'elle se définit. Et non pas une banque togolaise, une banque sénégalaise ou une banque burkinabèse. Le troisième type de marketing international qu'on peut appliquer est un marketing qui est beaucoup plus global, donc qui est beaucoup plus standard à travers le monde entier. L'exemple nous vient de marques comme ceux de Procter & Gamble, puisque j'ai pris Unilever, par exemple, j'ai pris les marques de pâte de dentifrice. Aujourd'hui, Procter & Gamble a la marque de pâte de dentifrice Crest. C'est la même marque partout. Que l'on soit en Amérique, que l'on soit en Europe, que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Asie, c'est Crest. C'est une seule marque. Alors que son homologue ou son rival, l'entreprise rivale Unilever avait 49 marques de pâte de dentifrice. Quel est l'avantage de la standardisation à travers le monde? C'est réduire les coûts. L'inconvénient, c'est que certains produits peuvent ne pas s'adapter à certains marchés, certaines régions. La même chose aussi au niveau de détergents, elle a une seule marque, c'est Tide. Et c'est le même Tide de partout, que l'on soit en Europe, que l'on soit en Amérique, que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Asie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie de marketing global. Western Union est un autre exemple dans le domaine des services de cette stratégie de marketing global, où on voit pertinemment que les services de transfert Western Union sont exactement les mêmes partout. Maintenant, avoir une stratégie de marketing globale, est-ce que cela signifie qu'il faut standardiser tout? Finalement, parmi ces différents choix stratégiques, qu'est-ce qui est mieux? Tout standardiser ou tout adapter? Avoir une stratégie de marketing multidomestique ou avoir une stratégie de marketing global? La réalité des marchés aujourd'hui nous indique que la meilleure façon d'agir, c'est celle d'avoir une certaine vision globale. C'est-à-dire, l'idéal pour nous, c'est que tout soit le même partout. Les mêmes produits, la même distribution, la même communication et la même tarification. Mais la réalité est tout autre. Par exemple, au niveau de la communication, oui, Western Union peut souhaiter, désirer communiquer de la même façon à travers ici le web pour ces différents marchés, que ce soit des marchés arabophones, anglophones, francophones ou autres, ou hispanophones. Mais en termes de communication, même si ton axe de communication, et ici on voit très bien que l'axe de communication, c'est d'utiliser un slogan qui est le oui. Mais utiliser le oui, est-ce qu'il va être écrit de la même façon entre un pays anglophone et francophone ou hispanophone ou germanophone? La réponse est non. Donc, c'est ce qu'on appelle pensée globale, c'est-à-dire avoir une vision globale, un axe global, mais agir local, en fonction bien sûr de ce que le marché local peut nous imposer comme adaptation. Ce qui fait que penser global et agir local, c'est la manière avec laquelle on se doit aujourd'hui de gérer notre marketing international. C'est-à-dire que la standardisation, c'est la norme, l'exception va être l'adaptation. Au niveau de notre marketing aujourd'hui aussi international, notre marketing international, ça doit être un marketing expérientiel, un marketing relationnel, un marketing interactif. La finalité, c'est pas juste la transaction, c'est pas la vente, mais c'est développer une relation avec le client. Faire en sorte que le client vive une expérience avec notre produit.
ou à notre service. Et surtout interagir avec le client et faire interagir nos clients entre eux. L'exemple nous vient par exemple de Nike. Il n'y a pas plus banal que d'acheter des chaussures sportives Nike. Mais aujourd'hui, par exemple, quand on rentre sur la plateforme Nike ID, on peut concevoir ses propres chaussures Nike, être le designer de ses chaussures. Nike va récupérer ses concepts et elle va les mettre sur ses blogs. Elle va les partager avec les autres fans de Nike pour pouvoir les évaluer, pour pouvoir par la suite, sur la base de ces évaluations, les mettre en magasin. Même les magasins Nike aujourd'hui, il n'y a pas plus banal que d'aller dans un magasin de chaussures sportives. Mais aujourd'hui, les nouveaux concepts de magasins Nike, c'est pas juste pour aller acheter des chaussures. Non, non. C'est pour essayer ces chaussures, mais les essayer dans un cadre qui est très, très agréable. C'est là où, dans un magasin moderne Nike aujourd'hui, on va trouver un panneau de basket, un début de foot, où on peut une sorte de tapis roulant pour essayer des chaussures de course, ou pour essayer des chaussures de basket, ou pour essayer des chaussures de foot. Donc, c'est faire en sorte que l'expérience soit la plus agréable possible. Cette expérience peut aussi continuer en ligne à travers une application mobile. On va acheter des chaussures Nike et on va participer à une course avec plusieurs consommateurs situés dans différents pays pour savoir qui a couru le plus avec ces chaussures. C'est le nouveau marketing international qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, professeur, il y en a des questions. Oui. Donc, Eddie a posé cette question. Parmi les dimensions du marketing moderne, expérientiel, relationnel et interactif, existe-t-il une forme plus adaptée au commerce en ligne ou au commerce international? Bien sûr. Il est évident que pour parler maintenant du commerce international, il est évident qu'on s'adresse à des consommateurs situés dans différents pays. Et donc, on va d'abord, on va communiquer avec des consommateurs à l'étranger. Pour communiquer avec ces consommateurs situés à l'étranger, on a deux choix. Soit de nous déplacer pour échanger de l'information, soit d'utiliser les plateformes numériques, notamment notre site web ou les réseaux sociaux en ligne qui est un réseau global pour échanger avec les clients. Il est évident qu'on ne peut pas implanter ce marketing dit moderne au niveau international si on n'avait pas ces outils technologiques. Ces outils technologiques vont nous permettre de communiquer, de distribuer. Donc, par exemple, à travers, quand je parlais tout à l'heure de l'application mobile de Yup, de la banque de la Société Générale, il est évident que cette plateforme, cette application mobile va être la même pour des consommateurs situés dans différents pays et va permettre à ses clients d'accéder à ce service sans pour autant s'implanter localement. La même chose aussi, quand on parle de l'application d'échange d'argent Western Union, c'est la même application qu'on va rendre disponible à nos consommateurs dans différents pays. Contrairement à la distribution traditionnelle où il faut s'associer à un partenaire local, une banque, une poste, ou avoir carrément des points d'offre de services Western Union peut donner accès à travers l'application mobile et en entrant sur soit l'Apple Store, soit n'importe quelle plateforme de Google pour télécharger l'application, on peut y accéder. Donc, il est évident qu'on ne peut pas dissocier les outils technologiques, donc le marketing qu'on va appeler tout à l'heure le marketing numérique du marketing international. C'est pour cela que les outils de marketing numérique vont permettre à ce marketing moderne d'adopter ce qu'on appelle la personnalisation de masse. Donc, on va communiquer avec un très grand nombre de consommateurs situés dans plusieurs pays, mais en communiquant avec eux de manière personnalisée. Je prends le cas de Netflix aujourd'hui. Aujourd'hui, Netflix a 270 millions de consommateurs situés dans le monde. Maintenant, ces consommateurs accèdent à la même plateforme. La plateforme Netflix est la même partout. Elle est adaptée, bien sûr, en fonction des pays, mais c'est la même plateforme pas partout. Sans cette plateforme technologique, sans ce marketing digital, donc qui utilise une plateforme numérique,
Netflix n'aurait pas pu avoir plus de 70% de ses clients aujourd'hui en dehors des États-Unis, puisque Netflix est à la base une entreprise américaine. Est-ce que j'ai répondu? Je pense que Oui. Ouais. Sinon, le deuxième volet, c'est de parler un peu des tendances du commerce international. En effet, je ne vous cache rien en vous disant que le monde, depuis, je dirais, une trentaine d'années, est rentré dans une nouvelle ère. C'est ce qu'on appelle la globalisation. C'est quoi la globalisation? C'est carrément l'ouverture du marché international, l'ouverture en termes d'accès aux entreprises internationales à nos marchés. Donc, les marchés ont commencé à s'ouvrir et également l'accès de nos entreprises à des marchés étrangers. Comment on peut matérialiser cette globalisation des marchés, cette internationalisation? La croissance des exportations de biens et de services, qui, au milieu des années 80, fin des années 80, après surtout la crise de 87, la crise financière des pays du sud-est asiatique de 87 et le début des années 90, nous avons assisté à une croissance vertigineuse du commerce international des biens et des services. Ce que vous avez ici en orangé, c'est les taux de croissance des exportations, des échanges en biens et services entre les pays, et on voit très bien que ces taux de croissance, ce sont des taux de croissance annuels, où on voit très bien que les taux de croissance étaient systématiquement supérieurs à 5%, elles sont en moyenne de 9%, elles ont atteint même 12% certaines années. C'est vrai que cette explosion du commerce international a duré presque 25 ans. Et à la fin des années 2010, c'est-à-dire après la crise financière de 2009, nous avons assisté depuis à peu près une douzaine d'années maintenant à un essoufflement de ce commerce international. On le voit d'ailleurs où les taux de croissance ne sont plus ces taux que nous avons connus pendant les années 90 jusqu'à 2010, mais on a maintenant des taux de croissance de 2%, 4%, 3%, parfois même des taux de croissance négatifs, mais on comprend très bien que en 2020, c'est la Covid, moins 5%. Mais on n'a plus les mêmes taux de croissance qu'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent un certain essoufflement. Cet essoufflement s'explique non pas par le désir des pays, mais par la volonté des gouvernements d'avoir des politiques plus protectionnistes. D'ailleurs, on le voit très bien ici, en 2015, 2016, 2017, la croissance de ce qu'on appelle les mesures protectionnistes. Je ne vous cache rien, hein, l'arrivée de Trump en 2016, l'arrivée de Trump en 2025 illustre bien ce désir de protectionnisme en érigeant des droits de douane, etc. Cependant, ceci n'empêche que quand on regarde maintenant le commerce international, on sait pertinemment que le commerce international a connu une explosion. Cette explosion se matérialise également par la création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 94, dont le principal rôle, c'est quoi? C'est de libérer le commerce entre les pays, éliminer toutes les barrières, notamment les barrières tarifaires, et ça c'était le rôle fondamentalement des accords sur les tarifs depuis 1947 jusqu'à 1994, mais après les accords du GATT ont été généralisés pour créer l'OMC. On voit aujourd'hui les pays qui font partie de cette organisation mondiale qui, dont le principal objectif, c'est de libéraliser le commerce. On voit très bien que c'est la majorité des pays qui sont en vert. Seuls les pays qui sont en bleu ne font pas partie de l'OMC. Or, quand on sait que les grands joueurs de ce commerce international, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, font partie du commerce de l'OMC, l'Inde, la Russie, le Brésil, on sait pertinemment que le commerce international est un commerce qui est en expansion. D'ailleurs, on le voit ici au niveau des marchandises. Je ne parle pas des services. Au niveau des marchandises, on voit très bien comment le commerce international des marchandises, l'exportation des marchandises ont explosé avec les années 90. Ou d'ailleurs, pour votre information, juste entre 1990 et 2000, en 10 ans,
la croissance qu'on a observée au niveau du commerce international des exportations des marchandises était 4 fois plus importante que la croissance qu'on a observée pendant plus de 40 ans. Et cette croissance a augmenté et on voit très bien qu'elle continue à augmenter, même après avec les mesures protectionnistes, faites attention. Mais la croissance continue à être positive. C'est important de savoir que ce qui s'échange surtout, c'est des produits manufacturiers. C'est des produits qu'on appelle à forte valeur ajoutée. La même chose aussi au niveau des services. Les services comme par exemple les services informatiques, les services financiers, les services des services de transport, les services de restauration, les services médicaux, bref, tous ces services, les services de formation, l'exemple du MBA qui se donne en Tunisie est un exemple d'exportation des services canadiens. Ce type de service était très peu présent au niveau du commerce international. On exportait très peu les services financiers, les services de restauration, les services financiers. Les seuls services qui étaient transportables et exportables il y a une trentaine d'années, c'était beaucoup plus le tourisme et le transport. Aujourd'hui, tous les services peuvent être exportés. Et d'ailleurs, pour reprendre la question de tout à l'heure du rôle des technologies de l'information et de la communication, sans les technologies de la communication et de l'information, sans les plateformes numériques, les services financiers n'auraient jamais pu être exportés aussi facilement. Parce que le gros de ces services sont exportés à travers les plateformes numériques. Et aujourd'hui, rien que pour votre information, le commerce des services, le commerce international des services représente à peu près le quart du commerce international. Et les tendances, c'est encore vers de plus en plus d'exportation des services. Comme je le disais tout à l'heure, il y a à peine 20 ans, 25 ans, 65% des exportations de services étaient du transport et du voyage. Aujourd'hui, plusieurs services sont exportés, notamment les services de télécommunication, les services informatiques, les services financiers, et bref, les autres types de services. Ça, c'est la situation du commerce international aujourd'hui. Donc, on est définitivement dans un environnement global. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question. Donc, existe-t-il plusieurs formes de commerce international? Et si oui, quels sont les critères qui déterminent le choix de l'une plutôt que l'autre? Au niveau du commerce international et au niveau de la présence des entreprises à l'étranger, oui, il y a différentes formes de commerce international qui allient en termes d'investissement. Parce qu'être présent sur les marchés étrangers, on peut être présent avec un investissement. Donc, on peut délocaliser ses activités à l'étranger. Comme on peut se limiter à l'exportation. Ça, ce sont les deux pôles. Entre les deux, il y a les partenariats. Donc, on peut rentrer dans un partenariat d'affaires où moi, j'apporte mon expertise. Le partenaire local peut apporter la logistique. Et c'est là où on va rentrer en partenariat. Donc, il y a plusieurs choix, mais comme je dis, les 3 grands choix, c'est soit une présence réelle sur le marché, donc un investissement local. Donc, c'est ce qu'on appelle une délocalisation. Comme on peut avoir de l'exportation, donc on fabrique ou on produit nos marchandises dans notre pays et on les exporte. Soit on peut rentrer dans une joint venture. Par exemple, je suis avec un partenaire local, je lui donne la licence de fabriquer mes produits, de les vendre localement. Je donne l'exemple dans le domaine de la formation, dans le domaine des services. Par exemple, Visa. Visa est une entreprise américaine qui offre les services de paiement. Maintenant, Visa, lorsqu'elle veut opérer sur le marché tunisien, est-ce que Visa se présente elle-même sur le marché tunisien? Non. Elle offre ses services Visa, mais à travers les différentes banques tunisiennes. Ce qui n'est pas le cas de American Express. Pour parler des moyens de paiement, American Express n'offre pas de service en Tunisie. Pourquoi? Parce que American Express veut elle-même être présente dans le pays où elle distribue ses services de paiement. Mais la réglementation locale tunisienne ne permet pas d'avoir un transfert libre de devises. Ce qui fait qu'American Express ne peut pas opérer en Tunisie
sauf pour les résidents étrangers, faites attention. Parce que elle ne peut pas, elle a parmi ses objectifs, elle, de contrôler son produit. Dans le domaine de la formation, l'UQAM offre son programme de Executive MBA en Tunisie. Est-ce que l'UQAM est présente physiquement? Est-ce qu'il y a une école, une faculté, un building qui s'appelle l'ESG UQAM en Tunisie? Non. Mais elle a son programme. Donc, l'UQAM arrive avec son expertise, avec son service qui est offert localement avec le partenaire qui est l'UTC. Donc, ça, c'est les différents types de présence effectivement à l'extérieur. Tout dépend bien sûr des stratégies des entreprises. Tout dépend de leurs moyens, de leurs forces et de leurs faiblesses. Tout dépend aussi des opportunités et des menaces. Pour parler maintenant du domaine de la formation, je peux prendre un autre exemple. J'ai pris le cas de l'UQAM, je peux prendre l'exemple de Paris-Dauphine. Paris-Dauphine en Tunisie a décidé d'investir, ce qui fait qu'on a Dauphine-Tunis. Donc, il y a une présence physique. C'est une véritable délocalisation, non pas de programme, mais d'institution. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à... Oui, c'est clair, professeur. Sinon, le troisième volet le plus important, le rôle des technologies de l'information et du commerce en ligne. Donc, quand on parle de technologie de l'information, je vais parler de trois grandes technologies. Je ne parle pas de la révolution du numérique, du digital, mais je vais parler d'abord du web. Le web, c'est cette plateforme qui va permettre d'interconnecter des ordinateurs. Sachez que le web ou l'Internet, qu'on appelle communément l'Internet, il a vu le jour au niveau de la population au début des années 90. Mais l'Internet existait depuis les années 60. L'interconnexion des ordinateurs comme technologie existait depuis les années 60 au niveau de l'armée américaine. Dans les années 70, ça a été généralisé pour les centres de recherche. Dans les années 80, dans les universités. Et dans les années 90, on a décidé d'interconnecter les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde. C'est là où il y a une démocratisation de l'interconnexion des ordinateurs qu'on appelle l'Internet. Présenté sous forme d'un web. Donc, le web, c'est la manière avec laquelle on va présenter cette interconnexion. C'est la plateforme d'interconnexion qui est user-friendly, qui est facile à utiliser, qui ne nécessite pas beaucoup de programmation. Où on va rentrer sur une plateforme qui va nous permettre de faire de la recherche pour y accéder à travers des adresses, à travers des mots-clés pour accéder à un contenu. C'est ça un petit peu l'idée de l'interconnexion de l'Internet. Au début des années 90, il y avait quelques utilisateurs. On voit très bien l'augmentation du nombre d'utilisateurs dans le temps, à travers le monde. Aujourd'hui, 70% de la population mondiale des 8 milliards de population mondiale utilisent le web, utilisent l'Internet. Le web lui-même a évolué entre un web 1.0 qui est beaucoup plus unidirectionnel, un web qui est beaucoup plus social, avec les réseaux sociaux, le web 2.0, avec le Facebook, avec Twitter, avec YouTube, où on va échanger, partager l'information, où l'information ne sera plus comme dans le web 1.0, créé par uniquement les créateurs de contenu. Non, non. Le web 2.0 va permettre même aux utilisateurs du web de créer du contenu. Par exemple, dans le web 1.0, on avait des agences de presse qui diffusaient des journaux, qui diffusaient des communiqués de presse. Avec les réseaux sociaux, ce sont les utilisateurs eux-mêmes, ce sont les internautes eux-mêmes qui vont filmer, qui vont commenter et qui vont diffuser de l'information sur YouTube ou sur les différentes plateformes ou sur Facebook et autres. Depuis une dizaine d'années, on est rentré dans ce qu'on appelle le Web 3.0, c'est l'interconnexion des objets. C'est que notre voiture est devenue connectée à Internet. Notre téléphone est connecté à Internet. Notre téléviseur est connecté à Internet. Notre réfrigérateur est connecté à Internet. Cette interconnexion des objets va permettre maintenant plus de fluidité dans les échanges. Bien sûr, avec le Web 3.0, il y a l'intelligence artificielle qui va aussi s'installer, où on va pouvoir maintenant traiter de l'information et suggérer aux consommateurs.
Donc, on est dans ce web aujourd'hui, auquel on peut accéder à travers différentes plateformes. Alors que le web, à la base, c'était une interconnexion d'ordinateurs. Aujourd'hui, tout est interconnecté. Nos lunettes sont devenues des lunettes intelligentes et interconnectées. Notre téléphone est interconnecté. Bref, on est complètement dans un environnement qui est interconnecté. On est dans cet environnement. Regardez aujourd'hui, quand on parle de la connexion Internet, comme je le disais tout à l'heure, plus de 5,6 milliards de consommateurs utilisent Internet aujourd'hui. Presque 70%. Parallèlement, il y a une autre technologie, c'est la téléphonie, mais la téléphonie intelligente, c'est-à-dire une téléphonie qui draine avec elle l'Internet, non pas les téléphones fixes qu'on avait avant ou les téléphones de la deuxième génération qui ne faisaient que transporter la voix. Aujourd'hui, les téléphones intelligents transportent l'Internet et aujourd'hui, on est à 70% de personnes qui possèdent des téléphones. Et vous voyez très bien le rapprochement entre le nombre de personnes qui utilisent des téléphones et le nombre de personnes qui utilisent Internet. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, 95% de ceux qui utilisent Internet l'utilisent sur leur téléphone. Donc, finalement, le principal vecteur qui permet aujourd'hui d'utiliser Internet, la principale plateforme, d'ailleurs, c'est ce qui a permis à l'Internet de se propager rapidement, c'est surtout la téléphonie intelligente. Et 95% aujourd'hui de ceux qui ont une connexion Internet, ou 95% de ceux qui utilisent Internet, ils l'utilisent sur leur téléphone. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de grosse différence entre ceux qui habitent dans les villes et ceux qui habitent dans les campagnes dans les utilisations d'Internet. C'est vrai que, par exemple, entre les villes et les campagnes, on est à 83% dans les villes, mais on est quand même à 48% dans la campagne. Donc, il n'y a pas une grosse... Il n'y a plus cette fracture du numérique qui existait il y a une dizaine d'années. Et ça, grâce à quoi? Grâce surtout à la téléphonie intelligente. Maintenant, est-ce qu'il reste des opportunités? Oui. Il reste encore à aller chercher un autre 30%. Où se situent ces 30% d'utilisateurs de l'Internet? Plus de... la plupart se trouvent en Asie, en Inde, en Chine. C'est là où il y a, en Afrique subsaharienne. C'est là où il y a aujourd'hui des opportunités à aller chercher des nouvelles personnes à connecter au web. La troisième technologie également que je ne peux pas ignorer, c'est les réseaux sociaux en ligne. Ces réseaux sociaux en ligne, quand je parle de Facebook, quand je parle de Twitter, quand je parle de YouTube, quand je parle de Instagram, de TikTok, regardez le pourcentage d'utilisation des réseaux sociaux. Plus de 60% des consommateurs mondiaux, des individus à travers le monde, sont sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut ignorer aujourd'hui les réseaux sociaux de notre façon de vivre? Non, ça fait partie de notre style de vie. C'est vrai que dans certains pays, on est à 80%, mais dans la majorité des pays, on est à plus de 50%. Ce qui fait que les réseaux sociaux en ligne font partie également de notre réalité. Bien sûr, regardez maintenant la tendance, et la tendance est vers de plus en plus d'utilisateurs. Par exemple, aujourd'hui, en Chine, on est à 1 milliard. En 2029, on va être à 1 milliard 300 millions, c'est-à-dire que 300 millions en l'espace de 5 ans. Bref, aux alentours de 2029, tout le monde va être sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont devenir, d'ailleurs on le sent aujourd'hui, c'est devenu la principale source d'information des consommateurs. Donc, on voit très bien jusqu'à quel point les technologies d'information et de la communication, c'est-à-dire le web, la téléphonie mobile et donc la téléphonie intelligente et les réseaux sociaux sont devenus les principaux outils technologiques qui se sont démocratisés. Quand je dis démocratisés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fractures, il n'y a plus de grosses différences à travers le monde. Jusque-là, nous, en marketing international, on aurait pu parler de ces services, l'Internet, la téléphonie, ou des produits, la téléphonie intelligente, ou les réseaux, comme des innovations. Non, ils sont venus changer complètement notre façon de faire, pour reprendre le commentaire ou la question de notre collègue tout à l'heure. C'est à travers ce qu'on appelle le commerce électronique ou le commerce en ligne. En fait, le commerce électronique, c'est l'ensemble des échanges commerciaux
qui vont utiliser une plateforme électronique, une plateforme numérique. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette, ça peut être un téléphone. Bien sûr, quand on parle de commerce électronique pour une entreprise, c'est important de savoir que dire qu'une entreprise fait du commerce électronique, à partir du moment qu'elle peut transiger, qu'il peut y avoir une transaction. Quand on dit transaction, dit vente-achat d'un bien ou un service. En d'autres termes, une entreprise qui a un site web informationnel où elle donne de l'information sur ses produits ne fait pas du commerce électronique. Elle a un site web informationnel, mais elle ne fait pas du commerce électronique. Elle fait de la communication digitale, mais elle ne fait pas du commerce électronique. Ça, c'est l'une des différences dont il faut être conscient. Faire du commerce en ligne, c'est permettre à ses clients de commander et de disposer des produits en ligne. C'est important de savoir que le commerce en ligne qui est né aux alentours avec le web 1.0, avec ses débuts en 95, avec des sites comme Amazon, qui sont venus permettre à des clients de commander en ligne. Sachez que entre 95 et 2015, presque pendant 20 ans, le gros du commerce en ligne était un commerce d'entreprise à entreprise, de B2B. D'ailleurs, on voit très bien ici les chiffres en 2016, c'est que le commerce B2C, c'est-à-dire destiné à des consommateurs comme vous et moi, qui achètent en ligne, représentait au niveau mondial que 13-14%. Et plus de 84%, c'était des échanges d'entreprise à entreprise. Ce n'est qu'à partir de 2015 que le commerce électronique a connu une explosion telle que, en l'espace de à peu près 7-8 ans, il a été multiplié par 10. Donc on voit très bien que entre 2018 et 2025, le commerce électronique a fait un bond de 10 fois. Quand je parle du commerce électronique, c'est surtout le commerce électronique du B2C, c'est-à-dire qui va permettre à des consommateurs comme vous et moi de commander des produits, des biens ou des services en utilisant un ordinateur, en utilisant une tablette, en utilisant un téléphone. Et cette tendance va continuer comme le montrent les prévisions pour les années à venir. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que quand on regarde aujourd'hui qui sont les grands utilisateurs de ce commerce en ligne, on les voit très bien que la Chine est un des premiers grands utilisateurs du commerce en ligne. C'est en Chine où on a le plus d'achats en ligne. Il y a les États-Unis, mais il y a le reste des pays. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que presque le quart de ce commerce en ligne est un commerce social, c'est-à-dire un échange entre des individus sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez très bien, le rôle des réseaux sociaux dans le commerce en ligne n'est pas négligeable, il représente quand même un quart. Ce que vous devriez savoir aussi, c'est que à l'horizon de 2040, là je parle dans à peu près une quinzaine d'années, ce qu'on nous dit, c'est que 95% du commerce va devenir un commerce en ligne. C'est-à-dire, dans 15 ans, le commerce traditionnel va complètement disparaître. C'est pour cela qu'on se devrait de se poser des questions sur ces nouveaux magasins qui ouvrent, sur ces investissements dans des centres d'achat. Ça, c'est dans le domaine des marchandises. Et dans le domaine des services, quand je parle par exemple aux services financiers, aujourd'hui, par exemple, au Canada, 85% de l'accès aux services financiers se fait à travers les plateformes mobiles. Et il y a de plus en plus de banques qui ferment leurs succursales. Ce n'est pas des banques qui ferment, mais des banques qui se départissent de leurs succursales. La mode durant ces 5 dernières années, c'est la disparition de ce qu'on appelle les guichets automatiques. Les guichets automatiques n'ont plus de raison d'être. Pourquoi? Parce qu'un guichet, ça sert à retirer de l'argent. Au Canada, ça permet aussi de déposer de l'argent, de déposer des chèques. Mais tout ça est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'on peut faire tout à travers son téléphone. Et le téléphone est devenu un outil qui va nous permettre d'effectuer plusieurs services, notamment des services de paiement. Pour votre information, 85% de 1,3 milliard en Chine utilisent leur téléphone pour effectuer des paiements. Donc, on n'utilise plus la monnaie traditionnelle, on utilise de plus en plus la monnaie électronique. Ça, ce sont les tendances au niveau du commerce, de commerce en ligne. Maintenant,
le lien entre le commerce international et le commerce en ligne. Il y a deux statistiques qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être ignorées. Sachez que 50% de ce qui est acheté et vendu en termes de marchandises sur Internet est un commerce international. C'est-à-dire 50% de ce que les consommateurs commandent en ligne, c'est sur des sites de fournisseurs étrangers. 50% de ce que vendent les entreprises en ligne maintenant, ils le vendent à des clients étrangers. Ce sont des exportations. Ça, c'est au niveau des marchandises, des biens. Au niveau des services, le rôle des technologies de l'information est encore plus important. Le rôle de commerce en ligne est encore plus important. 50% du commerce international des marchandises que nous avons vu tout à l'heure croître et exploser. 50%, il est offert en ligne. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on peut ignorer le commerce en ligne, donc les technologies de l'information qui nous permettent de ce commerce en ligne du commerce international? Définitivement, la réponse est non. Et on voit très bien, ce commerce est en train de croître partout dans le monde, et que l'on parle d'Europe, que l'on parle d'Asie, que l'on parle d'Amérique du Nord, ce commerce est en train de croître. C'est en train de devenir la norme au niveau du commerce international. Prendre un exemple maintenant de ce que cela veut dire, le commerce en ligne, je vais le prendre dans le domaine des services que vous connaissez bien, par exemple le service financier. Quand on parle de service financier, est-ce que la manière avec laquelle je prends par exemple le service bancaire, est-ce que le service bancaire en 2025 est le même que le service bancaire en 2005? Il a été complètement changé. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de banque mobile, de paiement mobile. C'est quoi les services financiers qu'on peut aujourd'hui avoir sur son téléphone? On peut aujourd'hui avoir sur son téléphone la possibilité de commander et payer. Ça, c'est le minimum de ce qu'on peut faire avec son téléphone. On peut aussi utiliser son téléphone avec ce qu'on appelle les wallets ou les portefeuilles électroniques, où on peut avoir la possibilité maintenant de utiliser son téléphone, de charger une carte, plutôt que d'avoir donc une carte de paiement, on peut avoir cette carte scannée sur son téléphone et on va utiliser son paiement à travers ce qu'on appelle un paiement mobile. Troisième type maintenant de services financiers, c'est les services bancaires via les téléphones, le mobile banking. En effet, aujourd'hui, la plupart des banques qui sont nouvellement créées sont des banques qui n'ont pas de succursale. Ce sont des banques sur Internet ou des banques donc sur des applications mobiles. Bien sûr, les autres banques traditionnelles n'avaient pas le choix que d'embarquer sur des applications mobiles qui permettent d'offrir leurs services bancaires. Bien sûr, le téléphone également comme moyen qui nous permet d'accéder au web permet également d'accéder à nos services bancaires. Donc, vous voyez très bien, c'est ça les services financiers à travers le mobile. Donc, les services financiers mobiles ou le mobile banking. Paradoxalement, la notion de mobile banking, est-ce qu'elle est la création d'aujourd'hui? Non. Ça a vu le jour à la fin des années 2009-2010. Et c'est là où on a commencé à voir l'explosion de ces services mobiles. Paradoxalement, dans quel pays maintenant on a vu naître ou croître le mobile banking ou la banque offerte sur les plateformes mobiles? C'est surtout dans les pays en développement. Quand on prend les chiffres en 2011, c'est surtout le Mexique, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Inde, les Philippines, le Pakistan. C'est eux qui ont le plus investi pour avoir ces banques mobiles, la possibilité d'offrir les services financiers mobiles. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là ont une certaine richesse, mais tous ces pays-là présentent des contraintes devant l'implantation de la banque traditionnelle, l'ouverture de succursales, d'agences. Par exemple, au Mexique, c'est un pays extrêmement insécuritaire. Les banques ne vont pas s'amuser à ouvrir des agences partout. Donc, les banques étaient réticentes à avoir de nouveaux clients parce qu'ils ont peur de s'installer. En Afrique du Sud, c'est un pays en dehors du fait que c'est présente une certaine insécurité. L'Afrique du Sud est un grand pays et que par conséquent, c'est très très difficile d'ouvrir des agences partout.
au Ghana. Le problème fondamental, c'est que oui, il y a une certaine richesse, mais le problème, c'est que il n'y a pas d'adresse. Et quelle banque ouvrirait à un client un compte où il n'a pas d'adresse? La localisation. Les Philippines, un autre exemple, 2000 îles. Une banque qui veut s'installer, elle est obligée d'ouvrir 2000 succursales. Est-ce que c'est intéressant d'ouvrir 2000 succursales en rentabilité pour les banques? C'est pas intéressant. L'Inde, c'est tous ces problèmes en même temps. Là, vous comprenez très bien que pourquoi tous ces pays dont je viens de parler, ce sont des pays où le taux de bancarisation en 2010 était très très faible. C'est-à-dire le pourcentage de personnes qui utilisent des services bancaires était très très faible ou qui disposent d'un compte bancaire était très très faible. Aujourd'hui, il y a eu un bond énorme grâce à la téléphonie mobile. D'ailleurs, on le voit dans plusieurs pays comment l'utilisation des services bancaires mobiles a explosé avec l'apparition de la téléphonie mobile et à travers le mobile banking qui a rendu l'accès à ces services financiers beaucoup plus présents. Donc, ce qui fait que avoir aujourd'hui dans ces pays un compte bancaire mobile dans lequel notre entreprise dépose notre salaire, qu'on peut utiliser pour faire des transferts, pour faire des paiements, des achats, est devenu la norme dans plusieurs pays, surtout des pays du Sud. Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion de voyager un peu en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est un exemple où les banques mobiles, où les paiements mobiles sont devenus la norme. Et ça s'est encore développé grâce d'ailleurs ou en raison de la Covid. La Covid a fait en sorte que la monnaie, les billets, sont devenus un vecteur de transmission de la maladie, du virus. Et c'est pour cela qu'on a développé, on l'a vu un peu en Tunisie à travers les transferts, où c'est beaucoup plus facile de faire un transfert en utilisant le téléphone. Aujourd'hui, quand vous montez dans un taxi à Dakar ou à Bamako, vous ne sortez pas de l'argent liquide. Non, il y a un code QR et vous payez avec votre téléphone. Donc, Orange Money, sachant que pour votre information, d'ailleurs, une des premières entreprises qui offre les paiements mobiles, c'est Wari, c'est une start-up sénégalaise. C'est elle qui était une des premières qui s'est implantée, qui a vu le jour pour répondre aux besoins, bien sûr, des paiements locaux. Je parlais tout à l'heure de Western Union avec son application MyYU, My Western Union, qui est l'application qui permet aujourd'hui de faire des transferts, peu importe où on est, et de faciliter énormément les transferts. C'est la même plateforme de e-transfert qu'on trouve partout dans le monde. Aujourd'hui, elle a plus de 3 milliards d'utilisateurs. Et là, vous comprenez très bien jusqu'à quel point Western Union, est-ce qu'elle a besoin maintenant de s'associer à des partenaires locaux pour effectuer des transferts? Non. Elle peut permettre à des utilisateurs de faire des transferts en utilisant cette plateforme. On voit très bien que d'ailleurs, pour votre information, le gros de ceux qui ont embarqué sur ce mobile banking, ce ne sont pas les banques, ce ne sont pas les institutions financières, mais ce sont les entreprises de télécommunications, puisque elles ont une clientèle. On voit très bien Ooredoo embarqué sur les services financiers mobiles, Orange embarqué sur les services financiers mobiles, et c'est ainsi que se sont développés les transferts et les banques mobiles. Ça, c'est une illustration de la manière avec laquelle les technologies de l'information sont venues au service du commerce international. Un autre exemple, Netflix, j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à 260 millions d'utilisateurs. C'est 24, hein, c'est pas 2014, c'est 2024, on est à 260 millions d'utilisateurs. Là, vous comprenez très bien que ces utilisateurs accèdent aux mêmes services partout. Et à travers quoi? Grâce à quoi? Grâce au développement maintenant du web. L'accès à ce contenu vidéo se fait aujourd'hui à travers le web. Vous êtes en train de suivre ces derniers jours la Coupe du Monde des clubs. Vous comprenez très bien que la plateforme qui est en train de diffuser cette Coupe du Monde des clubs, c'est pas une chaîne de télé,
mais c'est une plateforme DAZN qui est une plateforme mobile auquel on peut accéder de partout. Et là, pour vous montrer jusqu'à quel point les technologies de l'information et de la communication, le marketing numérique ou le commerce en ligne est intimement relié au commerce international. Tout ça pour vous dire que le commerce international ne se serait pas développé s'il n'y avait pas ce commerce en ligne. Et le commerce en ligne ne se serait pas développé s'il n'y avait pas ce commerce international. C'est pour cela que j'ai parlé de je te tiens, tu me tiens. Les deux sont interdépendants. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette section. Oui, il y en a des Oui. questions. Donc, quelles compétences clés les entreprises doivent-elles développer pour réussir à l'international dans un environnement numérique? Il est évident que la première des compétences, c'est l'offre de valeur. En effet, c'est pas la plateforme qui fait la réussite. Ce qui fait réussir d'abord et avant tout une entreprise, c'est ce qu'on appelle son offre de valeur. L'offre de valeur, c'est-à-dire ses produits, ses biens et ses services. Ayant d'abord et avant tout une offre de valeur qui répond aux besoins des consommateurs dans différents pays, c'est là où maintenant on peut utiliser ces compétences technologiques pour pouvoir distribuer les produits. Donc, c'est important de pouvoir rendre accessibles nos produits à l'extérieur. Donc, c'est important, si on a par exemple une plateforme de commande, par exemple un site web, c'est important que notre site web soit transactionnel. Avoir aujourd'hui un site web informationnel n'aide en rien. C'est pas juste avoir de l'information, c'est avoir en plus de l'information de pouvoir commander. Par exemple, je prends l'exemple de Mabrouk, ou je prends l'exemple de une entreprise qui commercialise des gâteaux tunisiens. Oui, c'est important d'avoir un site web qui permet ou de la communication qui permet d'informer sur notre offre de produits. Mais c'est important maintenant d'offrir la possibilité à des clients situés à l'étranger d'effectuer des transactions. La même chose aussi, je parle des institutions financières. C'est important pour la STB ou pour la BIAD d'avoir une plateforme électronique, c'est-à-dire une application mobile ou bien un site web. Mais est-ce que ce site web permet d'effectuer des transactions? Est-ce qu'il permet de faire des transferts d'argent, des payer, par exemple, je sais pas moi, j'ai ma maison en Tunisie, je suis à l'étranger et je veux payer l'électricité. Est-ce que le site web de ma banque me permet de payer cette facture? Je veux faire un transfert. Est-ce que je suis obligé d'envoyer une lettre pour effectuer un transfert? Tous ces éléments-là, maintenant, constituent des facteurs clés de réussite. Donc, avoir d'abord des produits qui répondent aux besoins, mais dans les outils qu'on va utiliser maintenant pour la distribution, avoir des outils qui nous permettent d'effectuer ces transactions. Au niveau de la communication, c'est important, 80% aujourd'hui de la communication est une communication digitale. C'est important d'être présent en ligne. D'ailleurs, en parlant de cela, peut-être j'embarquerai sur le troisième point, le dernier point, le quatrième point, qui est la manière avec laquelle on se doit d'être présent avec notre marketing digital. Sachez que dans les outils de marketing digital, il y a trois grands outils. Il y a des outils dans lesquels nous investissons, c'est-à-dire qu'on développe, comme par exemple un site web, nos comptes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Ça, ce sont gérés par l'entreprise. Un mailing list, une liste de téléphone. Donc, tout ça, c'est des choses dans lesquelles on se doit d'investir, qui nous appartiennent. Et ça, c'est le minimum qu'une entreprise se doit de faire aujourd'hui, se doit d'avoir aujourd'hui. Plus maintenant, elle peut utiliser maintenant ces outils numériques et elle peut les payer pour pouvoir les utiliser. Par exemple, je peux faire de la publicité en ligne. Donc faire des insertions. Plutôt que de faire des insertions dans des revues, dans des journaux, plutôt que de me déplacer dans des foires, non, je peux faire des insertions. Aujourd'hui, en parlant de foires, il y a de plus en plus de foires
virtuel. Donc, sans me déplacer, je participe à des foires. On peut aussi sponsoriser des communications sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on le voit très bien, c'est écrit en petit sponsorisé, c'est de dire que le post qu'on voit, c'est pas un post qui a été diffusé par un membre du réseau, mais par une entreprise. Donc, elle a payé pour que cette communication puisse être diffusée. Également, dans les moyens de communication en lien avec la communication digitale, il y a ce qu'on appelle les relais. C'est l'information qui est relayée. C'est les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est les posts qui sont diffusés par des internautes ou par des utilisateurs de ces réseaux sociaux. Ça, c'est les trois grands types d'outils. Et je pense, pour reprendre la question qui m'a été posée tout à l'heure, je pense que l'élément fondamental, c'est d'avoir ses propres outils. Quand je parle de ses propres outils, le premier outil, d'ailleurs, on l'appelle la pierre angulaire de la prise de la communication digitale ou du marketing digital, c'est le site web. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le site web, il doit être transactionnel et non pas uniquement informationnel. On n'est plus dans l'ère de l'information seulement. Le digital est devenu aussi un outil de transaction. C'est ce qui va permettre d'ailleurs de faire du commerce en ligne. Par exemple, si je commercialise de l'huile d'olive, c'est bien d'avoir un site web qui présente ma production, ma marque. Mais c'est important aussi que ce site web permette à un client à l'étranger de pouvoir commander. C'est ce qui va faciliter énormément. Donc, sans se déplacer, la personne peut passer une commande et bien sûr, il y a toute une gestion qui devrait accompagner cela. On peut voir une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Donc, dans le cadre du commerce international, une entreprise devrait-elle concentrer ses efforts de promotion sur son site web global ou sur des landing pages spécifiques à chaque marché, à chaque produit? Maintenant, tout dépend de la nature de l'entreprise. Si c'est une entreprise dite globale, quand je dis globale, c'est-à-dire c'est le même produit qu'elle commercialise partout. Par exemple, je parle de l'huile d'olive. Si c'est la même huile d'olive que je vais commercialiser partout, on a tendance à adopter une communication qui soit la plus standard possible. Parce que c'est le même produit. Mais, il faut faire attention, penser global, mais agir local. Si un marché particulier a des particularités, par exemple, une réglementation spécifique, on est obligé à ce moment-là d'adapter notre produit. Par exemple, en lien avec l'huile d'olive, on se doit d'adapter en fonction par exemple, au niveau des certifications bio. Les certifications bio ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc, c'est important d'avoir des certifications spécifiques à ce pays, ce qui fait que le produit lui-même se doit d'être adapté. Au niveau de l'étiquetage, par exemple, les règles d'étiquetage varient d'un pays à l'autre. Par exemple, en Amérique du Nord, c'est impossible de pouvoir commercialiser n'importe quelle huile d'olive si on n'a pas le code à barre ou n'importe quel produit. Le code à barre, il retrace quoi? Il permet de faire quoi? De retracer l'origine du produit. Ça, c'est au niveau du produit en tant que tel. Si on décide maintenant d'avoir un produit qui peut être distribué partout, reste la communication maintenant. Je vais communiquer sur mon produit. Oui, je vais utiliser mon site web. Mais mon site web, il vise quelle clientèle? Où sont mes marchés? Si mon marché est en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, est-ce que je dois avoir un site web en français ou en anglais? Définitivement en anglais. Ou dans les deux langues. Et donc, c'est pour cela que maintenant, si mes clients sont en Chine, si mon marché est marché chinois, est-ce que je dois l'avoir en anglais? Non, je dois l'avoir en chinois. Si mon marché est en Amérique latine, je dois l'avoir en espagnol. Donc, c'est ce qu'on appelle penser global, mais agir le local. Donc, il n'y a pas une règle. La règle, c'est que ce que j'ai dit au début, c'est penser global, c'est-à-dire l'idéal pour nous, c'est que tout soit le plus standard possible. Mais il faut agir le local. La distribution maintenant, oui, c'est
idéalement pour nous, c'est qu'on distribue de la même façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire distribuer de la même façon? En Amérique du Nord, le gros des achats se font dans ce qu'on appelle les hypermarchés, du type Carrefour. Ça, c'est 80% des achats se font dans ce type d'achat. Chez nous, il y a Walmart, il y a Costco, ça, c'est les grands hypermarchés. Dans d'autres pays, par exemple au Japon, c'est beaucoup plus les mini-marchés. Donc, est-ce que je dois distribuer de la même façon? Non, je dois m'adapter. La dernière, c'est la tarification. Mon prix pour mon huile d'olive que je vais appliquer aux États-Unis, la même huile d'olive, est-ce qu'elle va être la même que le même prix que je vais appliquer en Espagne, en Japon ou en Chine? Non. Parce que le prix est stratégique. Hein. Dans le prix, certes, il y a les coûts et la marge, mais il ne faut pas oublier que le prix est une façon de vous présenter au client, est une façon de montrer votre avantage concurrentiel. Vous ne pouvez pas avoir une huile haut de gamme ou présenter comme haut de gamme avec des prix qui sont bas, même si vos coûts de production sont basses. Ça, c'est une question d'image. Donc, la meilleure, si j'ai un conseil, c'est ce que j'ai dit au début, penser global et agir le local. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excellent, parfait. Pas pour le moment. Ok. Sinon, je conclus par des exemples pratiques de ce qu'est les moyens ou les outils du marketing digital. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le site web, c'est le principal élément déterminant de la réussite de la communication, du marketing digital. Bien sûr, le site web, il ne suffit pas de le créer, parce que le site web est une sorte d'arbre dans une forêt. Et il faut retrouver cet arbre. Comment on va retrouver l'arbre dans la forêt? Il faut qu'il y ait un chemin qui nous mène à cela. Et il faut faciliter le chemin à qui? Pas à l'entreprise, à celui qui cherche les fruits de cet arbre. Si quelqu'un cherche votre site web, il faut qu'il le retrouve facilement. C'est pour cela que en marketing, on a ce qu'on appelle les activités SEO, les Search Engine Optimization. C'est une façon de faire en sorte que notre site, quand le client cherche huile d'olive tunisienne, notre marque puisse sortir en premier. Ou huile d'olive bio, notre marque doit sortir en premier. Donc, c'est pour cela qu'on peut faire de l'optimisation. Et ça, c'est une première activité qu'il faut développer. On peut également payer pour apparaître. Donc, c'est ce qu'on appelle les Google Ads, par exemple. Je paye Google pour que lorsqu'un client cherche une huile d'olive bio, il puisse retrouver ma marque en premier, qui va apparaître en haut ou à côté. Par exemple, ici, on cherche sur Google. On a des marques qui apparaissent en haut et à droite. C'est des marques qui ont payé. C'est des entreprises qui ont payé pour apparaître. C'est ce qu'on appelle le Google Ad. Donc, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Les entreprises ont payé. Ce que vous retrouvez ici au niveau de la recherche naturelle, ce qu'on appelle le référencement organique ou le référencement naturel, il est généré par l'optimisation, par des experts qui, en fonction du contenu de notre site web, ils vont faire des tests de manière à ce qu'on utilise les bons mots qui correspondent aux bons mots aux bons mots-clés pour apparaître à ce niveau-là. La même chose aussi au niveau des réseaux sociaux, des social media optimization. Donc, la même chose au niveau des réseaux sociaux, on puisse l'avoir aussi au niveau de Facebook, au niveau de Twitter, au niveau de TikTok, de manière à ce que nous, on apparaisse. Et également à travers les publicités, les insertions publicitaires qu'on doit rentrer sur le web. Tout ça pour vous dire que 80% aujourd'hui de la communication est une communication digitale. Donc, si on veut réussir sur les marchés étrangers, on se doit d'avoir une présence sur les plateformes numériques. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure, 70% des gens possèdent des téléphones, 70% utilisent Internet et 95% de ceux qui utilisent Internet l'utilisent sur leur téléphone. Donc, le téléphone est devenu le principal moyen de transiger avec les clients. Quand je dis transiger,
c'est-à-dire échanger. Ce téléphone, c'est devenu l'outil qui permet aux gestionnaires de marketing international d'opérer sur les marchés étrangers. Donc, bien sûr, c'est important d'avoir des listes de courriels, des listes de téléphones pour pouvoir échanger avec les clients. D'ailleurs, ce qu'on nous dit, faites attention, c'est important d'avoir le numéro de téléphone de nos clients, leur courriel. Ce qu'on nous dit, c'est surtout les numéros de téléphone. Donc, WhatsApp, Messenger, c'est devenu les principaux outils de communication. Pourquoi? Parce que 98% des SMS commerciaux sont ouverts, à peine 20% des courriers électroniques sont ouverts. Donc, les gens n'ouvrent pas un courriel promotionnel, mais ouvrent un message téléphonique promotionnel. Faire ce qu'on appelle les insertions publicitaires sur Internet. Aujourd'hui, on ne communique pas dans les journaux, on ne communique plus dans les foires, mais c'est surtout à travers la communication, les insertions numériques. Donc là, bien sûr, visant les marchés où on est. Si je cherche à viser des consommateurs au Canada, si je cherche à viser des consommateurs aux États-Unis, c'est des insertions sur les sites web qui me permettent de rejoindre mon consommateur cible qui vont être utilisés. Donc, c'est un petit peu ces outils que l'on se doit d'utiliser. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc on va dire une dernière Oui. question. Parmi les outils de marketing digital tels que le SEO, SEA et le SMO, lesquels sont les plus adaptés au développement du commerce en ligne et du commerce international? Et ce choix dépend de quoi? Il n'y a pas un d'abord qui est meilleur qu'un autre. Historiquement, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, que l'on parle de médias sociaux, de présence sur les médias sociaux, que l'on parle de publicité en ligne, que l'on parle de envoi de courriels promotionnels. Tous ces supports de communication renvoient à quoi? Renvoient au site web de l'entreprise. Ce qui fait que le site web, c'est la pierre angulaire, c'est l'élément le plus important, parce que tout ramène à ce site web. Et même un consommateur qui veut avoir de l'information sur une entreprise ou un produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une recherche qui va le ramener où? Au site web de l'entreprise. Ce qui fait que le site web est la pierre angulaire de la prise de la communication digitale. Je donne un exemple, hein. Je suis un fan de foot. La dernière fois, je voulais avoir de l'information sur le classement. Bien sûr, quand on cherche le foot, au niveau international, on va aller sur le site de la FIFA. En Tunisie, on va aller sur le site de la Fédération tunisienne de football. Rentrez sur le site et vous allez voir la dernière mise à jour, février 2025. Est-ce que vous pensez qu'un site web Parce que le gros problème de ces sites web, c'est qu'il faut qu'ils soient mis à jour. Il faut qu'ils soient alimentés continuellement. Tu ne peux pas laisser sur ton site web des produits qui n'existent plus. Parce que ton site web, c'est là où tout est ramené. C'est bien beau de faire de l'optimisation, du SEO, de faire en sorte que les gens viennent sur ton site rapidement. Mais si ton site n'est pas mis à jour, s'il n'est pas complet, s'il est incompris, s'il est mal structuré, donc, je dirais que le site web, c'est l'élément fondamental. Bien sûr, le site web à lui seul ne suffit pas. Encore faut-il qu'on puisse communiquer en utilisant les autres plateformes. On a vu tout à l'heure que 70% aujourd'hui, entre 60 et 80% des gens sont sur les réseaux sociaux. L'utilisation de l'influence sociale est montée en croissance depuis une dizaine d'années, je dirais. Et aujourd'hui, les influenceurs jouent un rôle de plus en plus important. Oui, c'est bien d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien d'utiliser les influenceuses et les influenceurs. Mais quel type d'influenceuses et les influenceurs? Est-ce qu'on va utiliser les influenceurs qui ont le plus d'impact, c'est-à-dire qui ont le plus de followers? Là, aujourd'hui, les études ont montré que les influenceuses et les influenceurs qui ont le plus d'impact, c'est ceux qui sont dans l'environnement local.
ceux qui sont dans l'environnement des clients qu'on cherche à viser. Donc, ce n'est pas le nombre de followers, mais où se situent ces followers. Donc, c'est pour cela que maintenant, quelle plateforme utiliser? Est-ce qu'on va utiliser Facebook, TikTok, Instagram? On nous dit, tout dépend des générations. Il y a des générations qui sont surtout sur Facebook, il y a d'autres qui sont surtout sur TikTok, il y a d'autres qui sont sur Instagram. Donc, c'est cette étude, c'est cette analyse qu'il faut nécessairement faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la communication digitale, il y a la communication propre, il y a la communication payante, et on se doit de payer. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a une communication que l'on se doit de gérer aussi. C'est le bouche à oreille, c'est les emprunts. Par exemple, quand je suis tunissaire et quelqu'un poste un mauvais commentaire sur une expérience de retard de 10 heures qu'il vient de vivre en Italie pour un vol de 50 minutes. Donc quelqu'un poste cela, est-ce que Tunissaire doit ignorer ce poste sur un réseau social? Donc, non, c'est pour cela que la communication digitale, c'est multiple, c'est pas une seule dimension et c'est pas une dimension qui est plus importante que d'autres. C'est un peu comme, je reviens au marketing, quand on parle de gérer son produit, gérer sa distribution, sa communication, gérer sa tarification, il n'y a pas un élément plus important qu'un autre élément. Le produit est important. C'est vrai que c'est le plus important, mais à lui seul, avoir un bon produit ne suffit pas. Encore faut-il qu'on puisse bien communiquer sur ce produit. Encore faut-il qu'on puisse bien le distribuer. Encore faut-il qu'on puisse bien le tarifer, lui associer un bon prix. Merci, professeur. Donc, si vous me permettez une petite chose, Oui. donc réellement, le choix des outils, je pense que ce n'est pas aléatoire parce que réellement, on ne peut pas choisir entre un SEA qui est un outil payant et un SEO qui est, c'est le référencement naturel, donc c'est organique, non payant. Et encore pour les médias sociaux, donc collaborer avec des nano, micro ou macro influenceurs, ce n'est pas un choix aléatoire. Donc, il y en a plusieurs facteurs que les entreprises doivent prendre en considération et par la suite, ils vont décider de la meilleure, on va dire, stratégie ou solution. Maintenant, j'aime beaucoup votre intervention quand vous parlez de référencement payant et référencement organique ou non payant. Parce que même le référencement non payant, c'est-à-dire le référencement naturel, il doit être géré par des experts. Et aujourd'hui, on paye des experts en SEO, c'est-à-dire on ne paye pas Google, mais on paye l'expert qui va faire en sorte que notre site puisse sortir parmi les premiers. Donc l'investissement en marketing digital doit être toujours là, effectivement. D'accord. Donc, merci infiniment, cher professeur, pour cette intervention inspirante et riche en enseignements. Je pense que le postulat d'aujourd'hui, c'est que le commerce international et le commerce en ligne représentent des leviers stratégiques importants et de croissance pour les entreprises. Grâce à la digitalisation, donc une entreprise aujourd'hui peut accéder à un marché mondial, optimiser sa visibilité ou même repenser son modèle de distribution afin de garantir sa pérennité dans un environnement qui est en constante transformation. Donc, chère audience, j'espère que vous avez bénéficié de cette intervention et de cette thématique très importante et essentielle pour aujourd'hui. Donc, professeur, si vous avez quelque chose à rajouter? Non, c'était tout un plaisir de partager avec vous ce webinaire. En fait, cette réflexion, il ne faut pas oublier que c'est une réflexion, hein, pour la simple raison que, comme on vient de le dire, les choix ne sont pas des choix qui sont systématiques. C'est des choix qui se basent sur une planification stratégique, c'est-à-dire sur une réflexion. Notre marketing international, notre marketing numérique qui va venir supporter notre marketing international doit être bien pensé, doit être bien réfléchi. L'analyse est une étape importante, les objectifs est une autre étape importante avant de passer à l'action.
Mais bien sûr, il ne faut pas oublier la quatrième phase de n'importe quel processus de planification stratégique en marketing numérique et en marketing international, qui est la phase de l'audit. Le meilleur gestionnaire de marketing international ou de marketing numérique, c'est pas celui qui ne se trompe pas, c'est celui qui corrige ses erreurs. Donc c'est pour cela que j'ai pas parlé de la quatrième phase qui est la phase d'audit et de contrôle, mais c'est une phase qui est importante aussi importante que les trois autres. D'accord. Merci infiniment, cher professeur. Donc, chère audience, vous venez d'avoir un aperçu de la valeur ajoutée de notre executive MBA UQAM, ainsi un aperçu sur l'expérience et la méthode d'apprentissage qui vous attend dans nos salles de cours. Je vous invite vivement à prendre rendez-vous avec notre bureau d'admission, et ce afin de finaliser vos dossiers dans les plus brefs délais. Comme vous le savez, les places sont limitées. Donc, merci énormément. Au plaisir de vous retrouver encore une fois parmi nous. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci et au revoir. Merci, professeur. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.